Bienvenue pour cette troisième et dernière table ronde de l'après-midi autour de la réutilisation des données de santé, un enjeu d'attractivité et de compétitivité pour la France et pour l'Europe. Je vous présente nos intervenants. À ma gauche, tout au fond, Bernard Hamelin, partenaire chez Euresis Partners et membre du conseil du Health Data Hub, si je ne m'abuse. Maître Valérie Chavannes, avocate au barreau de Paris. Isabelle Zablit, directeur e-Health Europe et International au ministère des Solidarités et de la Santé. Et professeur Antoine Tenière, directeur général de Paris Santé Campus, qui nous fait l'honneur de nous inviter en ces lieux. On va commencer avec vous, Bernard Hamelin. On l'a vu, hein, on l'a compris à l'occasion des précédents échanges, il y a urgence à agir sur les données de santé, mais justement urgent pour agir selon quelles priorités et avec quels objectifs selon vous ? Bon, d'abord, merci de l'invitation. La discussion sur les deux premières tables rondes a montré l'usage extrêmement innovant et important de la donnée de santé pour le soin, pour la prise en charge du malade, pour la compréhension de la pathologie, donc dans le domaine de la recherche clinique appliquée aux soins. Mais l'application de ces données de santé dans le domaine du médicament est également quelque chose d'extrêmement important. Alors, on utilise les données de santé pour l'évaluation du bénéfice et du risque. On l'utilise dès maintenant, depuis assez longtemps, dans le domaine de l'évaluation de la tolérance et de la sécurité d'emploi des médicaments. Mais ce qui est nouveau et ce qui est intéressant, c'est l'utilisation de ces données pour la mesure des bénéfices. Et ce qui est en train de profondément changer, c'est la place de plateformes comme celle que le HDH met en place, d'outils permettant d'identifier mieux les patients, permettant d'identifier les centres dans lesquels on peut effectuer la recherche clinique, permettant également de mesurer la représentativité de ces études et ainsi améliorer la vitesse d'exécution pour amener plus rapidement le médicament chez le patient. Si l'amélioration de la recherche clinique est quelque chose d'important, elle est déjà en place dans plusieurs pays dans le monde. Et donc, en termes d'attractivité de la France dans le domaine de la recherche clinique, il est important de développer rapidement les outils qui sont sur le HDH pour être, je dirais, à parité avec les États-Unis pour certains aspects ou d'autres pays comme en Europe, les pays nordiques qui utilisent déjà des plateformes un peu similaires. Ouais. Sachant que sur la recherche clinique, la France a perdu beaucoup de place en 10 ans, a retrouvé visiblement la troisième place selon le dernier baromètre du LEM au niveau européen. Et en même temps, effectivement, on voit à quel point la donnée de santé est un facteur d'amélioration pour la connaissance en vie réelle de ces produits. Oui. L'affinage de l'appréciation des bénéfices. Globalement, peut-être dans les 50 projets qu'évoquait Stéphanie Comte tout à l'heure, est-ce qu'on peut peut-être s'appuyer sur un ou deux exemples d'études qui pourraient justement apporter des bénéfices concrets et prouvés en termes de médicaments ? Alors, dans les projets qui ont été soutenus et développés avec le HDH, il n'y avait pas de recherche directement sur l'évaluation médicamenteuse. D'accord. Mais on sait dès à présent qu'il y a des discussions importantes, notamment entre la cellule études en vie réelle de la HAS qui vient d'être récemment créée et le HDH, pour voir dans quelle mesure les données du HDH permettront de mieux répondre à cette problématique ce qu'on appelle l'accès précoce, permettant d'accélérer encore plus l'utilisation des médicaments très innovants pour lesquels on n'a pas toute la documentation finalisée, mais de leur permettre de les suivre. Et certains médicaments, comme les thérapies géniques, pour lesquels il y a une nécessité de suivre les patients pendant 15 ans, on n'a pas d'autre moyen que de mettre en place des systèmes de suivi informatique permettant, à travers la vie du patient dans différentes phases de sa vie, exactement où il en est de la thérapie qu'il a reçue. Sachant qu'effectivement, il y a des nouveaux modèles économiques qui sont à déterminer pour les médicaments. Vous évoquez la thérapie génique, une injection pour un effet supposé de long terme, mais sans qu'on sache réellement pour combien de temps aujourd'hui, d'où l'importance absolument stratégique et clé de pouvoir suivre ces données le plus longtemps possible. Alors, je veux aussi signaler pour les maladies rares, parce que c'est devenu une des sources importantes d'innovation ces dernières années, l'identification des patients et le suivi des patients au décours pour ces traitements va nécessiter des plateformes comme celle que le LDH
est en train de mettre en place. Merci Bernard. Antoine Tenière, on l'a un petit peu évoqué jusqu'à présent, mais pas de façon directe et approfondie. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un modèle économique qui est, je dirais, adapté à la valeur que peut produire cette donnée? Ou bien est-ce qu'il faut, c'est pas également un chantier à construire? Bonjour. Écoutez, c'est une vraie question extrêmement importante qui doit être adressés ensemble, avec une vision notamment des enjeux, on va dire, nationaux ou sociétaux qu'on souhaite porter, en tout cas souverains, parce que quand on regarde dans le monde de la façon dont ce sujet est traité, les positionnements sont très différents, que ce soit en France ou en Europe, qu'on soit aux États-Unis ou en Asie. Et donc, un des enjeux, c'est d'arriver à comprendre comment est-ce qu'on va penser des modèles de valorisation. D'abord pour faciliter, éventuellement débloquer l'usage de la donnée. Certains sites aujourd'hui disent on collecte des données, on voit bien que ça a de la valeur, mais comme on ne sait pas la quantifier ou la valoriser, ben on en bloque l'usage. Et donc ça, c'est un vrai frein qu'on doit dépasser. Et puis la réalité, c'est que d'autres pays, par exemple les États-Unis, ont des modèles beaucoup plus libéraux, où finalement des entreprises peuvent collecter, racheter, revendre et valoriser de la donnée, et où finalement, si on ne se positionne pas avec un modèle qui fonctionne, un des risques, c'est d'avoir ce modèle qui s'impose ensuite sur une économie de marché. Donc il y a un vrai enjeu justement à mener cette réflexion, à la fois avec les professionnels de la donnée, mais aussi avec la société, parce que ça fait partie des choix souverains qu'on pourra positionner. Et le moment, au-delà d'être une urgence sectorielle sur la donnée de santé, je trouve est intéressant parce que la France prend la présidence de l'Union européenne aujourd'hui. Je sais que le Health Data Hub est extrêmement investi sur ces sujets. Et le moment justement d'arriver à porter cette réflexion à l'échelle de l'Europe pour dire que la France peut être un moteur dans cette réflexion et que l'Europe se positionne ensuite avec un modèle souverain qu'elle puisse adopter à partir de propositions qui sont françaises. Très bien. Ça fait partie des sujets que vous allez étudier, sur lesquels vous allez tâcher de former des intelligences et des compétences à Paris Santé Campus? Alors ça fait évidemment partie des enjeux importants de la donnée, et donc on sera très en lien avec le Health Data Hub qui a une expertise évidemment clé dans ces sujets-là. Mais au-delà de ça, avec toute la réunion d'acteurs et la diversité que peut amener Paris Santé Campus, justement pour donner cette dimension à la fois sanitaire, économique, sociétale, de tous ces enjeux autour de la valorisation de la donnée. Merci. Isabelle Zablit, avec vous, on va aborder ce qu'a évoqué Antoine Tenière, la présidence française de l'Union européenne, et puis surtout les travaux importants qui sont menés actuellement, à la fois en France et en Europe, sur, je dirais, la stabilisation d'un cadre réglementaire adapté et qui soit, je dirais, cohérent entre les différentes approches. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où va-t-on? Alors... Ça marche. Merci pour votre invitation, déjà. Effectivement, l'Europe s'est emparée en fait, de ce sujet il y a déjà plusieurs années. C'est une ambition qui était affichée de construire un espace européen de données de santé. Et aujourd'hui, au moment où effectivement la France va prendre son tour dans la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, il est prévu que ce texte arrive et soit proposé aux États membres à la fin du premier trimestre 2022. Donc c'est dans quelques semaines. C'est ça. Maintenant, selon le fonctionnement des institutions européennes, ce n'est pas un texte dont nous connaissons encore la teneur à ce stade. Donc nous allons le découvrir dans quelques semaines. Néanmoins, en fait, ce texte va englober deux aspects en fait, du partage des données de santé. Il y a l'aspect de l'utilisation première des données de santé dans le cadre du parcours de soins. Je vais revenir dessus. Et l'utilisation secondaire qu'on vient d'évoquer avec notamment des initiatives telles que le Health Data Hub. Alors en fait, bien que le texte arrive dans quelques semaines, en fait, sur les deux pans, sur les deux volets de cet espace de données de santé, il y a déjà des réalisations concrètes dans lesquelles la France est engagée. Donc sur l'aspect utilisation première des données de santé, il s'agit pour l'Europe en fait de donner une couche supranationale, on va dire, au parcours de soins, puisque nous sommes dans des systèmes de santé qui sont donc nationaux, avec des financements différents. Est-ce que c'est comparable, les parcours de santé? Les systèmes de santé sont tellement différents d'un pays à l'autre. Il y a justement une diversité assez importante, et l'idée c'est de dire, eh bien,
on a une directive, un texte réglementaire qui qui donne aux citoyens le droit d'accéder à son parcours de soins où qu'il soit au sein de l'Union européenne. Et donc, concrètement, ça ne se fait pas encore, si on est honnête. Vous avez oublié votre prescription à la maison, vous êtes en déplacement, vous devez consulter un médecin, il n'a pas accès à votre donnée, vous n'avez pas accès à votre prescription n'est en général pas reconnue dans une pharmacie d'un autre État membre. Et ça, aujourd'hui, le citoyen, je pense qu'il ne comprend pas ça. Bien entendu. Et ça semble complètement anachronique par rapport à l'époque que l'on vit. Donc, il était urgent et important, j'allais dire, que l'Europe trouve des solutions. Donc, ça se fait avec un maillage, en fait, des systèmes de santé. Un maillage via des points de contact nationaux. Donc en France, c'est l'Agence du numérique en santé qui est le National Contact Point for e-Health, donc le point de contact national, et qui va alimenter l'infrastructure européenne, qui est une infrastructure sécurisée, avec les documents du parcours de soins. Donc on a un déploiement qui a commencé avec 9 pays qui sont déjà engagés, dont la France depuis juillet. Donc aujourd'hui, un professionnel de santé français peut accéder, moyennant le consentement du patient, aux documents du parcours de soins, au patient summary du patient résidant dans un des pays connectés. Donc on est déjà connecté avec 4 autres pays. D'ici quelques semaines, on devrait avoir 3 pays de plus. Donc on voit que cette construction et ce déploiement, ce maillage, il prend encore à la fois en termes de documents de parcours de soins et en termes de couverture géographique. Et l'ensemble du dispositif devrait être finalisé pour 2025. Mais il va être encadré dans le texte réglementaire sur l'espace européen de données de santé. Et puis le second volet, là également, il y a déjà eu ce qu'on appelle des actions conjointes au niveau européen pour préparer en fait les travaux. Le Health Data Hub qui est un très grand contributeur, mais il y a aussi d'autres structures françaises qui sont réunies sous la houlette du Health Data Hub qui contribuent à cette action conjointe. Et puis le Health Data Hub a candidaté aussi pour être le pilote de cette partie-là de l'espace européen de données de santé. Il y a d'autres pays qui ont des initiatives. Les Finlandais sont très connus, mais les Allemands ont également lancé une initiative. Donc, il y a en fait des initiatives qui naissent un petit peu partout parce qu'elles sont simplement le reflet d'un besoin qui est exprimé par l'écosystème de la santé. Donc, l'Europe s'empare de ce sujet pour lui donner corps. Vous savez que l'Europe fonctionne par texte réglementaire, donc c'est impératif. Et l'objectif de l'Europe là-dedans, c'est d'avoir justement une souveraineté européenne sur l'utilisation des données de santé. Et on s'est dit, au travers de la crise, si on avait eu déjà cet espace européen de données de santé en place, dans lequel aussi d'autres dispositifs, d'autres agences européennes, ERA notamment, comme ERA, etc., seront des nœuds à terme, ou le CDC, on aurait été plus efficace. Déjà. Donc on voit que l'ambition qui était affichée, je vais dire pré-pandémie, a été confirmée pendant la pandémie. Et donc, en fait, ça nous donne beaucoup d'enthousiasme pour aller sur les prochaines étapes. C'est ça. C'est un enjeu de souveraineté sanitaire, c'est un enjeu aussi civilisationnel pour, je dirais, l'Europe de la donnée de santé face aux géants américains et chinois dont on entend parler en permanence. Alors, c'est un enjeu qui est éminemment effectivement, à la fois de souveraineté industrielle, mais aussi de valeur. Et on a été, vous avez entendu le discours du président de la République qui a ouvert justement cette présidence française du Conseil de l'Union européenne en rappelant que l'Europe se bâtissait sur des valeurs. Et donc ça, c'est quelque chose dont on a vraiment très conscience, je dirais, en France, puisque l'éthique fait partie des piliers de la feuille de route du numérique en santé. Donc ce n'est pas quelque chose que l'on fait pour se faire plaisir, c'est clairement quelque chose qui va nous permettre d'architecturer le dispositif derrière. Oui. Voilà. Donc en fait, c'est très très important de baser sur ces fondamentaux la construction d'une ambition telle que l'espace européen de données de santé, et cela va constituer donc une priorité pour le numérique en santé au cours de la présidence du Conseil de l'Union européenne. Merci Isabelle. Valérie Chavannes, donc vous êtes avocate et vous êtes aussi membre d'un think tank, Villa Numéris. Vous travaillez beaucoup sur ces questions et notamment sur une question clé aussi pour ça marche, Valérie, je vous rassure. Sur la question de la conciliation entre la protection des données et les impératifs socio-technologiques. Comment vous y travaillez justement? Qu'est-ce que propose le think tank Villa Numéris dans ce domaine? Alors, donc, juste un mot sur le think tank. Oui. C'est donc un think tank indépendant qui
un modèle ouvert et européen du numérique, avec en affirmant vraiment l'humain au niveau de ses valeurs. J'ai eu la chance de diriger un groupe de travail dédié à data transfert, au transfert transfrontalier de données, puisque la circulation, une donnée qui ne circule pas n'est pas très intéressante. On a abordé aujourd'hui beaucoup de sujets réglementaires sur lesquels j'aurais des choses à dire, mais je vais me concentrer sur ces travaux. Donc on a constitué une task force multidisciplinaire avec des politiques, des tech, des business et des avocats pour faire un état des lieux déjà. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on a un peu du mal à offrir une sécurité juridique aux opérateurs privés comme publics, avec tous ces... il y avait un empilement réglementaire, puis ce RGPD, qui est critiqué, mais qu'on ne propose pas de déconstruire. Mais c'est surtout, après, les décisions critiqués et regardés de près à l'extérieur aussi. Voilà, hein. et tout ce qui est, en fait, c'est après ce qu'on en fait de ce texte. Donc, notre premier constat était de dire, bon, on ne peut pas déconstruire un texte qui, par ailleurs, est un modèle et qui répond à des intérêts légitimes, des exigences européennes. En revanche, il faut qu'on apprenne à vivre avec. Et donc, si on applique une interprétation stricte, en gros, on arrête de travailler. Donc, on a essayé de chercher des solutions. Et dans un rapport qu'on a publié, qui est notre premier livrable, qui s'appelle les données au service de la souveraineté européenne. Vous trouverez beaucoup plus que ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, vous trouverez nos constats, nos réflexions. On a auditionné énormément d'hommes politiques, de Stéphanie Combe du Health Data Hub, Bertrand Payès de la CNIL, qui est directeur de l'innovation et de la technologie, et qui rejoint parfaitement notre... Je vais vous demander un exercice difficile, mais une ou deux idées fortes de ce rapport. Donc aujourd'hui, nous proposons des solutions plutôt technologiques. On n'a pas fait le tour de toutes les solutions qui permettent de continuer notre activité en toute légalité. On a beaucoup étudié 3 solutions: le système des licences, le système du chiffrement, et notamment du chiffrement de bout en bout, ainsi que le système de l'anonymisation, la technologie de l'anonymisation profonde. Tout ça pour permettre de continuer à opérer, pour pas casser le développement économique et surtout pas non plus l'innovation, et encore moins en matière de santé. Dans un même temps, parce qu'on ne veut pas du tout opposer cette temporalité, on connaît les priorités européennes d'aller vers une souveraineté européenne accrue. Donc, on pense qu'il faut investir sur le développement des architectures, il faut se donner les moyens, et investiguer beaucoup plus autour des solutions d'open source. Ces 2 temporalités ne sont pas opposées, elles sont conciliées. On n'arrête pas de travailler et on continue à chercher pour préparer le futur. Merci. Donc, pour en savoir plus, il faut consulter ce livre blanc. Exactement. Je vous invite à lire ce livre blanc. Merci Valérie. Avant de continuer, on va regarder une vidéo qui nous présente Paris Santé Campus, qui a été inaugurée hier par Jean Castex et Olivier Véran. De programme, désolé, la vidéo n'est pas pour aujourd'hui, mais du coup, on va peut-être la faire en live, direct, avec vous, Antoine Tenière. Peut-être nous présenter en 2-3 mots, nous rappeler ce qui est Paris Santé Campus d'une part, et d'autre part, justement, comment vous allez travailler sur les questions de données, comment vous allez travailler avec des partenaires comme le Health Data Hub et bien d'autres, bien entendu, pour produire, je dirais, justement, pour revenir sur la question initiale, sur quelle valeur augmenter autour de la donnée.
Absolument, merci beaucoup. Donc on sera ravis de toute façon de faire circuler sur les réseaux après la conférence les petites vidéos qu'on a préparées. Paris Santé Campus est né de l'ambition du président de la République de faire de la France un des leaders mondiaux du numérique en santé. C'est une ambition qui a été clairement rappelée hier par Jean Castex dans un discours vraiment très important sur l'innovation en santé, qui complétait la vision qui avait été donnée dans la stratégie innovation en santé et dans France 2030. Et donc on voit qu'il y a un mouvement extrêmement fort qui complète ce qui avait été mis il y a quelques années au moment de la naissance de la feuille de route du numérique en santé, de la naissance du Health Data Hub, qui ont permis de mettre en place des fondations très solides sur lesquelles Paris Santé Campus vient aujourd'hui incarner des politiques publiques extrêmement puissantes et mettre en place une dynamique justement qui fédère les acteurs pour accompagner cette transformation numérique du système de santé. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a posé l'ambition, comment est-ce qu'on fait ? Donc Paris Santé Campus se construit avec 5 membres fondateurs qui sont l'INSERM, INRIA, le Health Data Hub, l'Agence du numérique en santé et l'Université PSL. Et donc vous voyez qu'il y a des acteurs de la recherche fondamentale dans la santé et dans le numérique, des acteurs de la formation et puis des acteurs de la santé et de la donnée. Tout à fait. Qui ont vocation justement à accompagner ces transitions numériques, à rassembler les données de santé françaises et à en faciliter l'accès, l'exploitation et la sécurisation dans tous ces aspects. Cette expertise, elle est exceptionnelle. Aucun pays aujourd'hui, à ma connaissance, n'a rassemblé autant d'acteurs dans un site emblématique qui a vocation vraiment à faire rayonner la France, dans lequel je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui et qui ensuite déménagera dans l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce sur 70 000 m². Donc on est en train de réhabiliter pour Paris Santé Campus. 4 grands objectifs qui nous sont donnés à travers cette initiative. Le premier, c'est un énorme pilier sur la donnée. Comprendre comment est-ce qu'on va utiliser la donnée, où est-ce qu'on va la chercher, comment est-ce qu'on va la stocker, comment est-ce qu'on va faciliter son accès, la structurer, la sécuriser, l'analyser, la valoriser, on en a dit un petit mot tout à l'heure, la protéger. Tous ces éléments pour lesquels le Health Data Hub, je l'ai dit tout à l'heure, là aussi a une expertise clé, mais avec une dimension au sein de Paris Santé Campus qui permet d'élargir à la recherche, qui permet d'élargir à toutes les structures de soins et puis à des questions qui se portent vers la société. Et je sais que c'est un axe fort que le Health Data Hub porte. Deuxième enjeu porté par Paris Santé Campus, c'est tous les talents autour du numérique en santé. Créer les métiers de demain, c'est extrêmement important parce que si on n'a pas ces compétences aujourd'hui, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient managériales, qu'elles soient de l'ingénierie ou de la mathématique, on ne sera pas en capacité de passer à l'échelle sur ces sujets de numérique en santé. Sachant qu'il y a un trou dans la raquette aujourd'hui, il n'y a pas assez de talents et de compétences dans ce domaine. Alors, on a des très bonnes formations, mais elles ne forment pas suffisamment d'étudiants. Et puis, il y a un deuxième sujet, mais qui n'est pas forcément le sujet aujourd'hui qu'on pourra aborder dans une autre conférence, qui est qu'on doit garder de l'attractivité pour ces talents, c'est-à-dire que quand ils ont été formés en France, ils doivent rester en France pour valoriser à la fois les acteurs de la recherche, les acteurs de l'entreprise et tous les acteurs qui accompagnent ces sujets autour du numérique en santé. Le troisième enjeu, qui est un enjeu fort, c'est la question de la création de valeur. Scientifique, évidemment, on en a dit un petit mot, mais surtout économique. Et Paris Santé Campus, sur la moitié de ses surfaces, accueillera des startups, des entreprises, des grands groupes qui vont venir travailler avec les chercheurs, les institutions, les experts et la société sur tous les liens qu'on peut créer justement entre entrepreneuriat et recherche, qui sont très très forts dans la santé et encore plus dans le numérique en santé, et avec des grandes entreprises françaises qui, en responsabilité, nous accompagnent pour faire grandir ces entreprises, les faire dépasser nos frontières et puis les faire rayonner. Je pense par exemple à Dassault Systèmes, Doctolib, Jouve ou d'autres qui sont en train de nous rejoindre. Et puis l'élément transversal à partir de ces 3 objectifs, c'est de garder en vision l'objectif d'amélioration permanente de notre système de santé avec une logique centrée patient. Et donc l'implication des patients qui là aussi est très importante dans le Health Data Hub, mais dans les autres membres fondateur de Paris Santé Campus également, sera vraiment un enjeu important. Voilà. Et puis après, donc, il y a 4 instituts de recherche qui constituent un cœur de valeur exceptionnel. Un premier sur l'intelligence artificielle qui s'appelle Prairie, un deuxième sur l'imagerie qui s'appelle Physics for Medicine, un troisième sur la biologie quantitative et le concept des jumeaux numériques, et puis un quatrième qui regroupe toutes les expertises autour de l'analyse sociologique, économique, éthique et philosophique des enjeux de données de santé. Et je sais que ce sera un complément extrêmement riche des
les initiatives qui sont portées par le Health Data Hub. Voilà. Merci. En synthèse, tout a démarré. Effectivement, on a eu le plaisir de recevoir le Premier ministre et une partie du gouvernement hier pour lancer cette initiative, et avec une dynamique qui est très forte. Et on sera ravis d'accueillir les projets ou les personnes qui le souhaitent justement dans cette grande maison qui est mise à disposition avec une vision nationale à destination de l'ensemble des acteurs du numérique en santé. Merci pour cette présentation très claire. Bernard Hamelin, on l'a vu, la volonté politique est là, elle est réaffirmée à longueur de discours, elle se traduit à travers les engagements de la France, notamment au niveau de la présidence française de l'Union européenne. Est-ce que la France fait aujourd'hui ce qu'il faut pour être en pole position, comme le souhaite en tous les cas la placer dans sa feuille de route le président de la République? Et si ce n'est pas le cas, quelles sont peut-être les étapes à franchir, selon vous, les défis à relever dans les mois ou les années à venir? Alors, il est clair que la France a une opportunité incroyable du fait de la qualité des soins qui est donnée, de la qualité également des systèmes de prise en charge des malades qui permettent de recueillir de l'information. Simplement, il y a une mise en ordre qui est en cours et qui n'est pas encore en place. Le DMP est un bon exemple de quelque chose qui a été évoqué mais qui n'est pas encore opérationnel, qui va bientôt l'être. Dans le monde, bien entendu, la recherche clinique industrielle, elle n'a pas de pays, elle travaille pour avoir des développements les plus rapides possibles pour mettre à disposition les médicaments et utilise les systèmes de soins qui permettent d'opérer. En Europe, par exemple, il y a des pays comme le Danemark, la Finlande ou l'Estonie qui ont des systèmes de soins presque entièrement numérisés et qui permettent d'opérer des recherches avec un intérêt de santé publique comme pour un intérêt industriel de manière tout à fait remarquable. Et donc de répondre à des questions dans un délai beaucoup plus court. Je pense que la France, du fait de la taille de sa population, de la qualité du soin, a l'opportunité de répondre de manière encore plus rapide à ces soins, mais nécessite d'un élément de comparaison avec ce qui existe en Europe. Je ne parle pas des systèmes américains et chinois qui eux-mêmes ont un certain nombre d'avantages, mais également d'inconvénients. La qualité des systèmes de soins en Chine est loin d'atteindre le niveau Europe et américain. Et aux États-Unis, la concurrence, puisque c'est très business to business, le soin aux États-Unis, fait qu'ils n'auront pas la capacité d'intégrer du fait des règles concurrentielles entre les différents acteurs. Donc l'Europe a une vraie carte à jouer, la France a une vraie carte à jouer dans l'Europe, mais n'est peut-être pas encore dans une situation de leader. Juste une précision sur l'actualité qu'ont évoqué Stéphanie et Bruno tout à l'heure, qui est le fait que le HDH va prendre la tête d'un consortium sur un espace européen des données de santé. En quoi c'est important cet espace européen? C'est l'infrastructure, ouais, c'est mon chapeau de HDH. C'est très important de comprendre si on fait déplacer les données ou si on déplace les outils analytiques entre les différents pays pour répondre aux questions auxquelles on est amené à traiter au niveau européen. Les projets arriveront alors ça sera sous forme de pilote, avec des projets spécifiques, mais traiteront d'abord des problématiques de tuyaux. Les problématiques de contenu scientifique qui seront abordées peut-être en parallèle et dans un deuxième temps, une fois qu'on a réglé la problématique de transfert de données ou de transfert de technologie permettant de faire des analyses sans que les données se déplacent. Je crois beaucoup que cette voie-là, l'absence de déplacement de données a beaucoup d'intérêt dans le contexte légal et réglementaire en Europe. Le transfert de data lui-même va poser pas mal de problèmes. Ouais. Isabelle, en quoi cet espace européen de données de santé, un espace compétitif, cohérent, je dirais équitable entre les pays, puisqu'il faut qu'on respecte aussi l'esprit européen, en quoi c'est un vecteur d'amélioration à moyen et long terme pour les systèmes de santé et pour peut-être le modèle de civilisation européen? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? D'abord, si je rebondis sur ce qu'Olivier Clatz disait tout à l'heure sur la fluidification des données dans le cadre du parcours de soins, on réplique ça finalement au niveau européen. Et puis, comme on vient de le dire, pour l'utilisation secondaire des données de santé, ça nous donne un champ qui passe à une nouvelle dimension, en fait, puisqu'on aura la capacité de se connecter à des plateformes, on va dire jumelles, ou en tout cas des alter-ego dans d'autres pays. Donc ça, on change de dimension. Donc ça donne des perspectives européennes qui sont vraiment très intéressantes pour les chercheurs, pour les startups, pour les industriels. En fait, une fois que les problèmes de tuyaux seront vraiment réglés, mais aussi
les problèmes d'accès aux données et de manière de gérer en fait la problématique de quel projet a le droit ou pas de se connecter, etc. Donc ça, ce sont des éléments de structuration qui ont été vécus au niveau de la France par le Health Data Hub et qui aujourd'hui sont posés au niveau européen aussi. Donc, mais ça va permettre vraiment réellement de donner une nouvelle dimension. Et ça va permettre très clairement, si on arrive à quelque chose vraiment qui ressemble à ce projet que nous portons collectivement, et nous souhaitons évidemment y arriver, ça va permettre vraiment que la compétitivité de l'Europe soit telle sur le sujet qu'il n'y ait plus, ou qu'il y ait beaucoup moins d'attractivité de partir sur d'autres latitudes. Donc ça, à la fois, c'est vrai en termes de besoins industriels, de besoins de recherche et de talents, de compétences. Donc, est-ce que c'est aussi un vecteur d'unité politique pour l'espace européen ? Alors, la santé, une santé plus partagée. Je pense que c'est le cas parce que c'est une attente citoyenne finalement. On a évoqué tout à l'heure très brièvement le sujet des maladies rares, par exemple. Là, très clairement, le niveau européen, il est pertinent. Au niveau de la politique publique, la crise nous a montré que le niveau européen était également pertinent et que également le fait d'avoir des valeurs communes qui vont permettre de faire le design de tous ces concepts va mettre à l'aise. Et donc il y a un enjeu qui est un enjeu majeur, donc, qui est la confiance du citoyen dans ce qui va être construit. Et c'est bien pour ça qu'au niveau de la présidence française de l'Union européenne, on va travailler sur ce cadre, le cadre éthique des données de santé, qui va être pour nous le fondement en fait, du futur espace européen de données de santé. Sachant que vous m'avez expliqué que vous travaillez aussi avec la République tchèque et je ne sais plus quel autre pays. Alors, les deux autres pays qui vont suivre à la présidence de l'Union européenne. 6 mois de présidence, c'est très court. Donc, évidemment, nous, on n'a pas l'ambition d'aboutir parce que le texte arrivant fin mars, mécaniquement, en fait, il ne sera pas terminé à la fin de la présidence française. Et donc, on a un devoir, en fait, de passer les dossiers dans ce qu'on appelle le trio, c'est-à-dire avec les 2 pays qui nous succèdent. Et nous, notre présidence sera suivie de la présidence tchèque et ensuite de la présidence suédoise. Donc, dès à présent, les travaux sont entamés sous forme de trio. Donc, à suivre de très près. Valérie, vous êtes experte sur ces sujets, donc vous suivez de très près ce qui se passe dans le monde entier sur la question de la conciliation entre protection des données et compétitivité des données de santé. Vous évoquiez le RGPD tout à l'heure. Alors, le RGPD peut être vécu comme une contrainte, c'est aussi une opportunité en termes de protection pour l'ensemble des citoyens européens. C'est également un exemple qui est parfois invoqué, copié, qui constitue une inspiration pour d'autres législations dans le monde. Absolument. Tout d'abord, moi je pense que des projets comme Paris Santé Campus, avec le rassemblement de talents qui sont dans la donnée, dans la santé multidisciplinaire, est un succès. On a dit, on a des data, on a des talents, et moi je ne pense pas qu'il y ait de vrais freins réglementaires. Il y en a, et il y a des moyens de trouver des compromis et de les contourner. Par rapport donc, il est vrai que la France cherche en ce moment à trouver un peu une voie, en utilisant la souveraineté, entre les US et l'Asie, particulièrement la Chine, puisqu'on a pris un petit peu de retard de technologie, enfin en tout cas on n'est aujourd'hui pas en totale autonomie par rapport à certaines technologies. Donc le RGPD, l'Europe n'est pas bonne juste pour réguler, nous avons vraiment des scientifiques extraordinaires. Le RGPD a été répliqué tout de suite donc, aux États-Unis, en Californie, et un peu partout dans le monde. Au 1er octobre est entré en vigueur un RGPD chinois. En Inde bientôt. Alors il faut savoir que ces textes reprennent toujours la même structure que le RGPD, les définitions, données personnelles, les qualités, etc. Et après il y a quelques petits bémols sur des exceptions, par exemple
En Chine, ça s'applique, toutes ces obligations ne s'appliquent pas à l'État. Donc je pense qu'il va falloir, avec habileté, sans vraiment se battre avec tout le monde, puisqu'on a besoin les uns des autres, mais déjà consolider notre position en France, en Europe, et après interagir avec tout le monde et surveiller l'ensemble des discussions, parce qu'on est en terrain mouvant, mais on est agile et on est dans l'innovation. Dans le prolongement de ce que vous dites, Valérie, une petite question sur le fait que la régulation aujourd'hui, la réglementation n'est plus adaptée à l'accélération et au changement considérable du numérique en santé, avec effectivement des innovations en permanence qui viennent toujours bousculer les textes qui sont installés. Est-ce qu'il ne faut pas repenser ce droit et est-ce qu'il ne faut pas l'unifier davantage et avoir un mouvement plus planétaire pour rapprocher ces droits pour que, encore une fois, il n'y ait pas de frein inutile dans les progrès que représente ce numérique en santé? On y travaille. Maintenant, on sait que le réglementaire est aussi instrumentalisé par des bras de fer politiques, économiques. On l'a vu avec l'OMS et la crise Covid. Et souvent, on se cache un peu derrière le réglementaire, alors que moi, dans le livre blanc, je vous dis que toutes les solutions qui sont proposées aujourd'hui, décriées parfois dans la presse, sont conformes au RGPD. On a déjà fait un premier pas avec le RGPD, qui n'est pas une directive, donc pas implémenté différemment dans l'ensemble des États membres, avec un règlement qui est identique et appliqué partout. Parce que c'est vrai qu'aussi on manque un peu d'agilité quand on est 27 à décider, alors qu'aux États-Unis, la FTC, évidemment, en une seconde, elle prend une décision. Donc nous travaillons à la simplification des textes. Je pense que c'est quelque chose qui, comme la souveraineté numérique, le développement des architectures, prendra un peu de temps, mais en attendant, nous avons beaucoup de solutions agiles pour pouvoir sillonner et continuer à innover dans ce contexte. Merci pour cette touche d'optimisme. Merci à tous les quatre pour ces échanges.